Bobisso. Bobisso Média vous présente Lexique Bobisso, réapprendre pour comprendre. Le panafricanisme expliqué. C'est quoi le panafricanisme? C'est un rappel à l'unité, l'unité qui organisait l'Afrique d'antan, l'Afrique d'autrefois de nos aïeux. Vous vous rappellerez, même quand le roi ou l'empereur, disons, du Congo était intronisé, il jurait sur les 7 royaumes. Le royaume de Mwene Mutapa, le royaume de Mapungubwe, le royaume d'Éthiopie. Tout ça faisait partie du royaume Congo. C'est-à-dire que la manière dont était structurée et organisée l'Afrique, c'était cette unité-là à laquelle faisait allusion le panafricanisme, parce qu'après il y a eu division, donc il fallait un retour à cette unité. C'est un rappel à l'unité de l'Afrique. Quand est-ce qu'est né le panafricanisme? Le panafricanisme en tant que courant politique. En tant que courant politique, je vous ramènerai en 1791 de la bouche de l'un d'entre nous, à savoir Anténor Firmin. Anténor Firmin qui a fait passer la libération de l'Afrique en disant que la libération de l'Afrique passera par l'unité de l'Afrique. Donc il a fallu d'abord l'unité pour parler de la libération et du développement de l'Afrique. Donc cette unité dont il faisait allusion, c'était l'unité datant de l'Afrique avant les razzias négrières. Mais le panafricanisme en tant que, je dirais, force de combat, le panafricanisme en tant que force de combat et force de libération, je le ramènerai vers les années 1400, sous la conduite de Bioko Subioyo. Bioko Subioyo qui a conduit la libération du peuple africain déporté vers les Amériques, notamment plus précisément dans les villages de Sambalé en Colombie, qui a été le premier à avoir instauré une organisation unitaire panafricaine sur le plan culturel, économique et politique vers 1454 et 1464. Là, c'est en tant que feu du combat et un mouvement actif qui a été porté par des marrons, ce qu'on a appelé des marrons tout au long de l'histoire de l'Afrique, notamment en Colombie, en passant par l'Haïti, la Jamaïque, et ainsi de suite. Et en tant que courant politique, ça a été repris après, après Anténor Firmin, par Georges Padmore, le Marcus Garvey, tous les contemporains de l'époque, le Marcus Garvey, le Georges Padmore, les Simon Kimbangu, qui ont tous porté la vision de l'unité de l'homme noir et du peuple noir de partout dans le monde. Le panafricanisme ne se résume pas qu'à la terre d'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est quoi? L'Africain est le représentant, ou si vous voulez, la personnification de la terre de l'Afrique. La femme africaine est, si vous voulez, le miroir de la terre de l'Afrique. Donc, partout où il y a un Africain, ça nous renvoie à cette culture ou à cette identité africaine. Évidemment, c'était les fils d'Afrique. C'était les fils d'Afrique qui prenaient le retour à cette unité. Parce que nous avons vu qu'il y a eu une division, qu'il y a eu l'intrusion de certaines forces obscures qui nous ont divisés, esclavagisés, maltraités. Donc il fallait le retour à cette unité. Mais cette unité, dans sa phase finale, dans son aboutissement, ramène au retour vers l'Afrique. Donc le retour de tous ceux qui ont été déportés vers la mère patrie Afrique. Quelle nuance faites-vous entre le panafricanisme politique et culturel? Le panafricanisme en tant que courant culturel, je les mettrai même ensemble en tant que courant culturel et militaire, nous ramène vers la révolution haïtienne. La révolution haïtienne, comme vous le savez, le prêtre Boukman, le prêtre vaudou Boukman a réussi aujourd'hui à bâtir le premier état culturel de l'Afrique en réunissant toutes les nations africaines autour de 21 nations. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les 21 nations de l'Afrique guinée, qui sont les 21 courants de pensée venus de l'Afrique de partout, du Sénégal, du Nigeria, du Congo, de Zoulou, de partout, qu'il a essayé de placer autour de 21 nations. Et ce sont ces 21 nations-là qui ont fait le panafricanisme culturel, qui a été d'ailleurs le socle fondamental de de la création, si vous voulez, du deuxième État noir, parce que Bioko Subioyo a créé le premier État qui a été accepté et considéré par les Hollandais et autres, et les Britanniques. Et il y a eu l'Haïti, qui a été créé comme État au lendemain, en plein vent de l'esclavage. Et c'est ça qui a permis aussi la mise en place du panafricanisme en tant que courant militaire. La réunification de tous les fils et filles dignes de la mère patrie avec des techniques venues de tous les peuples, notamment du Congo, avec les rites de Makaya, des Simbi, c'est-à-dire des techniques véritables qui nous ont permis de vaincre l'armée occidentale, la plus puissante de l'époque, l'armée de Napoléon. Donc c'est ce courant-là vers la révolution haïtienne qui, si vous voulez, scelle le sceau du panafricanisme culturel, mais aussi militaire. Qu'en est-il de ce panafricanisme politique et culturel aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a eu, si vous voulez, une perte de vitesse. Une perte de vitesse parce que ceux qui veulent être aujourd'hui des panafricains veulent étudier la culture panafricaine avec les yeux de l'Occident. Or, il faut rentrer dans le principe qui ont été établis en Haïti
sur la base de 21 nations de l'Afrique guinéenne, dont le vaudou est la lumière par excellence qui aujourd'hui essaye de nous expliquer ces choses-là, mais aussi la santeria, les kumina, les candomblé. C'est-à-dire c'est ça le socle véritable du panafricanisme, si vous voulez, culturel. Et le panafricanisme militaire sera l'association de tous ces grands guerriers du Manding. Rappelez-vous par exemple des l'hymne de Ouazulu. Le l'hymne de Ouazulu qui a été dignement porté par Samori Touré, qui sont le même hymne qui a été chanté par les Zoulous d'Afrique du Sud, mais aussi par tous les êtres qu'on appelle les Mazoulous, c'est-à-dire les êtres réincarnés venus dessus. Donc ce sont ces mécanismes-là qui doivent placer les ciments, ou si vous voulez, le socle véritable et culturel du panafricanisme. Il faut rentrer, non pas il faut étudier, il faut vivre selon ces principes-là énoncés parmi les 21 nations de l'Afrique guinéenne, qui constituent jusqu'à preuve du contraire la lumière par excellence du panafricanisme culturel, et par-dessus tout, qui va alimenter le panafricanisme militaire, c'est-à-dire la réunification de toutes ces techniques et de tous ces fils et filles dignes de la mère patrie pour pouvoir aujourd'hui continuer dans ce sens de la libération effective de notre peuple et de notre mère patrie d'Afrique. C'est quoi le vaudou? Le vaudou, si vous voulez, c'est la culture. Aujourd'hui, il est considéré comme la culture africaine. Et la culture africaine exprimée en Haïti par le peuple haïtien. C'est en fait, si vous voulez, la lecture véritable du monde visible et invisible, et la manière dont l'Africain conçoit le monde. La relation qui existe entre l'homme, les animaux, les êtres invisibles, le ciel et la terre. La connaissance, si vous voulez, de la nature. En deux mots, je les résumerai par la connaissance et l'amour de la nature. Qu'est-ce que le panafricanisme aujourd'hui dans le monde? Le panafricanisme aujourd'hui dans le monde, c'est ces courants-là, politiques maintenant, qui agissent, mais aussi de cette force active, c'est-à-dire qu'une action de libération, comme l'ont fait les Marrons, et une pensée politique qui veut effacer la division de l'Afrique. Cette division, elle est territoriale, cette division, elle est identitaire, cette division, elle est culturelle, cette division, elle est politique, cette division, elle est économique, qui a été, si vous voulez, matérialisée par l'acte de la conférence de Berlin, qui a dépiécé les pays africains, qui a aujourd'hui fait que beaucoup de fils et filles dignes de la mère patrie sont retrouvés vers les Antilles, vers les Caraïbes et tout. Donc, le panafricanisme en tant que courant politique, c'est l'intégration, si vous voulez, de tous ces territoires des Antilles souverains, comme par exemple l'Haïti, comme par exemple Jamaïque, comme par exemple Trinidad et Tobago, qui doivent réintégrer un grand ensemble de politiques économiques africaines avec des pays africains actuels en effaçant toutes les frontières établies par les colons. Parce que ce soit les frontières de l'Haïti, que ce soit les frontières du Congo, du Sénégal, que ce soit les frontières de la Jamaïque, de la Trinidad et Tobago, tous ont été édictés et établis par les royaumes européens et occidentaux qui nous ont esclavagisés et envoyés dans la misère la plus absolue. Qui sont les pères du panafricanisme? Ce sont ces figures-là que je vous ai citées. Depuis Anténor Firmin, Georges Padmore, Kwame Nkrumah, Lumumba, Barthélemy Boganda. D'ailleurs, Barthélemy Boganda qui, dans sa vision, avant les indépendances, préconisait déjà au lendemain de l'indépendance de la République centrafricaine, il aurait fallu que la République centrafricaine, le Congo-Brazzaville, le Tchad, le Niger soient dissous et le Gabon dans un seul État. Donc pour pouvoir jouer un rôle prépondérant sur l'échiquier de la politique internationale. Donc c'est tous ces pères-là, toutes ces figures-là, les Marcus Garvey, eux tous, les Dubois, qui sont considérés, si vous voulez, comme les pères, les figures de proue du panafricanisme. Mais il y a aussi les dames comme des Kimpa Vita, de la reine Zinga, autant de figures de proue d'Harriet Tubman, qui ont combattu justement pour pouvoir ramener cette unité et de prôner cette unité africaine et le retour des portés vers la mère patrie, mais aussi, si vous voulez, l'intégration et la dissolution de tous ces pays nés de la volonté occidentale dans un ensemble politique et économique comme ce fut autrefois. C'est quoi la différence entre un panafricain et un panafricaniste? Un panafricain, c'est un Africain qui considère l'Afrique dans son ensemble comme son pays. C'est un Africain qui n'est pas rattaché dans ses actes, dans ses actions, dans sa pensée, dans son discours, à des nationalités héritées de la colonisation. C'est-à-dire c'est celui qui considère, c'est un nationaliste africain au vrai sens du terme. C'est lui qui considère l'Afrique tout entière comme sa patrie. Mais il doit être d'abord africain. Et en considérant l'Afrique tout entière comme sa patrie, il est panafricain. Par contre, un panafricaniste, c'est celui qui épouse, qui étudie, ou qui cherche à comprendre, ou qui véhicule la philosophie et la pensée politique du panafricanisme. Il peut ne pas être africain. Il peut ne pas vivre en tant que panafricain. Il peut ne pas vivre en tant que vivre son africanité. Mais si vous voulez, il peut enseigner, il peut diffuser, il peut, si vous voulez, aussi combattre et lutter pour la philosophie ou la pensée politique du panafricanisme. C'est celui-là qu'on appelle un panafricaniste. Le panafricanisme a-t-il un lien avec d'autres continents en dehors de l'Afrique?
C'est un lien avec les Africains de l'Afrique et les Africains déportés, parce que c'est notre identité. C'est cette lumière-là que nous voulons aujourd'hui apporter, si vous voulez, à cette génération, pour que nous puissions arriver à la fois de faire tomber la division qui a été instaurée en Afrique, et à la fois de pouvoir permettre l'unité véritable et qui sera le socle, si vous voulez, de la libération de notre peuple et de notre mère patrie d'Afrique. Pourquoi les Africains devraient-ils être déportés? Lorsque l'Européen est arrivé en premier, nous avons établi, si vous voulez, des relations même diplomatiques. On se rappellera toujours des relations qu'il y a eu entre le royaume Congo et le Vatican, et bien d'autres royaumes, c'est-à-dire que le roi Kankan Moussa avec la Chine. Nous avions établi des relations avec d'autres peuples du monde. Mais il s'est fait que la perversité, la méchanceté et la barbarie, si vous voulez, l'envie machiavélique et de l'homme européen occidental a voulu, sa jalousie qu'il porte, comme aujourd'hui la jalousie qu'on porte sur la femme africaine, la jalousie sur les diamants de l'Afrique, la jalousie sur les forêts africaines, la jalousie sur les fleuves de l'Afrique, la jalousie sur les richesses minières et les ressources naturelles de l'Afrique. C'est ça la conséquence qui a donné aujourd'hui la déportation des Africains qui ont été déportés de l'Afrique jusque vers les Amériques et les Grandes Antilles. Comment expliquez-vous le patriotisme africain? Le patriotisme, c'est cet amour véritable de l'Africain pour sa patrie. C'est cet amour qui pousse au sacrifice suprême pour défendre son peuple, sa nation et ses ressources. C'est cette volonté de s'affirmer véritablement en tant qu'Africain, d'être Africain, de vivre en tant qu'Africain et de, si vous voulez, de posséder l'ensemble de ce qui vous appartient. C'est cette volonté-là, si vous voulez, au prix de la mort, au prix de tout, de défendre son identité et de défendre, si vous voulez, ses richesses et sa patrie. Existe-t-il un patriotisme similaire au Patriot Act comme ailleurs dans le monde? Nous avons vu le patriotisme lorsqu'il s'est agi de la volonté aujourd'hui du président Kwame Nkrumah de mettre fin à la colonisation européenne. Nous avons vu le patriotisme qui s'est exprimé en Patrice Lumumba lorsqu'il s'est agi de mettre fin à la colonisation belge. Nous avons vu le patriotisme en la personne de Laurent Gbagbo lorsqu'il s'est agi de mettre fin à l'hégémonie économique et financière de la France en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs expressions du patriotisme. Nous avons vu le patriotisme avec Simon Kimbangu lorsqu'il s'est agi de mettre fin à la domination, si vous voulez, spirituelle et culturelle, à la domination simplement de l'homme sur un autre homme. Nous avons vu l'expression avec Kimpavita, nous avons vu l'expression du patriotisme avec beaucoup de fils et filles dignes de la mère patrie Afrique. Nous avons vu le patriotisme lorsqu'il s'est agi de pouvoir valoriser les génies créatifs des Africains. C'est un patriotisme que font les Noirs américains lorsqu'ils se connectent à leur Afrique d'antan pour pouvoir donner au monde cette diversité de musique qu'ils ont donnée à la planète. C'est du patriotisme véritable.